Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. La question à ne pas poser. Et ça parle pendant... Le jingle, l'animateur y compris, donc c'est tout part en live, c'est terrible. Anita, la question que tu as choisie. La question du jour, c'est mais alors faut-il observer la laïcité? À quoi ça sert? Alors je rappelle les règles du jeu. Une fois la question posée, faut-il observer la laïcité? Un rapide tour de table, oui, non, je ne sais pas, et ensuite chacun peut développer. Voilà. Anita, est-ce que du coup, toi, tu as une réponse à ta propre question? Mais bien sûr que oui, qu'il faut l'observer et continuer. Voilà. Non, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est en lien avec le thème du jour, l'observatoire de la laïcité. Voilà. Oui, moi, je dirais qu'il faut l'observer ô combien, et que je crois que ce que met en avant l'Observatoire de la laïcité, c'est-à-dire ce rapport à l'intuition de la loi de 1905, reste ô combien aujourd'hui d'actualité. Ça veut dire la laïcité, c'est le respect de l'expression de chacun, dès lors qu'il ne rentre ni dans un prosélytisme, ni dans une remise en question de l'ordre public. Ok, David. Faut-il observer la laïcité? C'est bien d'observer la laïcité, mais il faut être sûr d'avoir laïcisé l'observation de la laïcité. Ok, et alors moi je dirais observer la laïcité sans idéologie ni naïveté. Voilà, mais c'est bien qu'en passant en dernier, j'ai le temps de préparer ma petite punchline, quoi. Voilà, on a quelques instants maintenant pour développer nos prises de position des uns et des autres suite à la question posée par Anita. J'ai l'impression que, par exemple, mon commentaire rejoint assez le tien, non, quand tu as dit qu'il faut laïciser l'observation, et moi j'ai dit sans idéologie ni naïveté, je crois. Donc là, j'ai l'impression qu'on se rapproche un petit peu. Et est-ce que vous pouvez m'éclairer tous les deux sur ce que vous voulez dire à travers ça? Non, parce que c'est entre David et moi, donc c'est un niveau un peu... D'accord, voilà. Merci les auditeurs, vous pouvez repartir, on va les laisser s'exprimer. Les auditeurs. Oui, mais on peut effectivement répondre à oui. Pour moi, ce que je veux dire, c'est que observatoire de la laïcité, ça veut dire que c'est une sorte de thermomètre de la situation. Et pour moi, on ne se sert pas d'un thermomètre pour faire baisser la température. On ne casse pas le thermomètre pour résoudre un problème. Okay. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire faut pas avoir Et puis aussi, ne pas se servir, en fait, de l'observatoire de la laïcité pour résoudre un problème spécifique encore par rapport à une religion, parce que là, on peut pas. C'est très difficile de garder une neutralité en faisant cet exercice d'équilibriste. Ouais, et on verra ça notamment dans la partie tout à l'heure. Jésus revient, quels peuvent être les impacts, c'est-à-dire tout ce qui est fait aujourd'hui par rapport à une situation et par rapport à une religion. Dans quelle mesure demain ça peut toucher les autres religions. Est-ce que ça t'éclaire davantage? Quoi? Oui, et pas vraiment. J'ai entendu depuis le départ que la position de David, qui est dire le rôle de l'observatoire, c'est d'informer. D'abord l'information. Pour moi, elle n'est jamais totalement objective ou subjective. Elle est dans des prismes. Et puis, surtout, si l'observatoire n'est pas là, au-delà de l'information, pour essayer de dire un petit peu comment la loi est interprétée, quelles sont les mises en avant de la mise en œuvre, mais quelle aide il va apporter réellement, j'allais dire à l'État, au gouvernement et presque à toutes les familles religieuses. Pour moi, le rôle de l'observatoire, c'est aussi de pouvoir dire « Attention, là on est dans un décalage avec le socle législatif qui est le nôtre ». Alors est-ce que du coup ça serait la raison pour laquelle certains veulent modifier cet observatoire? Parce que là, si je fais un résumé, c'est laissons l'observatoire actuel continuer d'observer. En plus, eux ils disent ils sont hyper loi de 1905, hyper littéral, voilà, hyper juridique, voilà, hyper juridique. Laïcité hyper juridique. Donc en fait, vous êtes en train de me dire ceux qui s'excitent en ce moment, dont Manuel Valls, contre l'observatoire actuel et sa composition en termes de direction, non, laissons les choses comme elles sont. Je pense qu'il y a eu quelques maladresses de la part de l'Observatoire, notamment quand il s'est affiché parfois avec un certain nombre d'associations musulmanes. C'est pas le sujet du jour, mais il y a des... Non, ce que je voulais dire, il y a des associations qui sont menacées en ce moment de dissolution. Voilà. Mais je pense qu'il y a eu des maladresses à un moment donné. Voilà. Mais en même temps, le fait qu'on puisse critiquer des points de vue qui sont issus de la loi, de leur interprétation, pour moi, ça n'est pas légitime. On doit prendre leur avis comme étant un avis. Ensuite, qu'on puisse dire que le politique dise nous tenons compte de leur avis ou nous n'en tenons pas compte, c'est une autre étape. Et je pense que là, actuellement, il y a un méli-mélo entre la décision politique et cette expertise qui est apportée par l'Observatoire. Parce qu'au-delà de certaines prises de position qui ont pu paraître extrêmes, par exemple par rapport au burkini,
Et je pense qu'il n'avait pas tort fondamentalement. Mais après, c'est une autre question qui se pose. Et c'est pas la même chose que de l'expertise de la juridique que de la décision publique. Et on peut dire à un moment donné, on tient compte de cette expertise ou on n'en tient pas compte. Voilà. Et je pense qu'il faut un observatoire qui puisse continuer à dire des choses qui dérangent, qui puisse à la fois informer, observer, dire les évolutions, former, apporter une expertise, que cette expertise nous plaise ou pas. Laissons-lui cette indépendance de technicien. Et ensuite, par contre, les élus peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ok, bon, maintenant 7 ans, c'est pas un peu long aussi? Je sais pas, il n'y a pas de règles. Il faudrait peut-être qu'ils changent aussi, non? Nicolas Cadenne et Jean-Luc Bianco, indépendamment écoute, de... c'est une décision du Premier ministre, hein, c'est eux qui ont renouvelé. Hein. Bien vu, bien vu. David? Et puis on voit que quand on parle de la laïcité, là, on l'a éclairé récemment avec la question de la liberté d'expression, qui est une question un peu différente quand même, puisque effectivement la liberté d'expression n'interdit pas de parler de sa religion et même de faire du prosélytisme, hein, c'est autorisé par la loi, sauf si c'est un agent de l'État. Mais oui, c'est pas un bonne souci. précision. Moi, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui a manqué et qui, pour moi, était du rôle de l'observation, qui est pas facile, mais c'est de savoir, dans le cadre de regroupements communautaires, où vraiment il commence à y avoir une sorte d'homogénéisation en fait d'une culture, par exemple musulmane dans certains quartiers, est-ce que il y a des personnes, et je dirais peut-être en particulier des femmes, dans ces quartiers-là, qui n'ont plus la liberté religieuse de choisir leur religion. Parce que le fait d'être dans une communauté complètement homogène, ça veut dire qu'il y a quand même une augmentation de la pression sociale pour te diriger vers ta religion, et ça devient difficile ou bien d'en changer, ou bien de ne pas en avoir du tout. Okay. Et là, je pense que c'est intéressant de voir comment les mécanismes se mettent en route, comment les gens sont au courant de ça, et comment une pression sociale se fait, qui serait, elle, complètement en infraction avec la loi sur la laïcité. Oui, puisque celle-ci, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire et de changer de religion. Ça a été rappelé tout à l'heure. Et là, l'État a un rôle à jouer. Parce que l'État a le rôle de protéger toute personne qui souhaite changer de religion et qu'une personne ne puisse lui obliger. Là, l'État non seulement a un rôle à jouer, mais il a l'obligation de jouer son rôle. Okay. Et je pense Anita, que pour aller plus loin dans cette question de la pratique de la laïcité, je trouve que face aux événements actuels, au lieu de dire nous allons créer de nouvelles lois, décider une série d'actions, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose qui manque, c'est de considérer les citoyens de religion musulmane et de leur dire comment nous travaillons avec vous pour changer cette situation-là. Je n'ai pas entendu ça ces derniers jours. Et donc, quelque part, je me dis, ça veut dire quoi par rapport à ceux qui sont citoyens français et qui pratiquent l'islam ? Ça veut dire quoi par rapport à eux ? C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on ne tient pas compte de leur religion. Par contre, si on va vers eux en disant « nous travaillons ensemble, nous sommes d'accord qu'il y a les bases de la République, des lois de la République à respecter », comment faisons-nous pour les respecter ? Eh bien, je pense que ça change l'état d'esprit du travail. Mais est-ce que tu ne penses pas, Anita, que c'est quand même un effort depuis plusieurs années de pouvoir justement tenter de réfléchir, au moins avec les instances représentatives. Et une grande difficulté de l'islam, c'est la reconnaissance des instances représentatives. C'est bien là qu'est une des très grandes difficultés pour l'avancée de cela. Parce que j'étais jeudi dernier en soirée devant le parvis de la cathédrale pour la cérémonie interreligieuse liée au drame de Samuel Paty. Et toutes les religions, du bouddhisme à l'islam, en passant par le christianisme, le judaïsme, etc., ont pu dire, à mon avis, chacun avec leurs mots, mais le même désir, c'est que, en tant que religion, nous cherchons ensemble à faire vivre la fraternité. Nous cherchons ensemble à mettre en avant ce qui est la constitution de notre triptyque, liberté, égalité, fraternité. Mais que bien sûr, ça n'est pas très simple. Mais si nous ne le faisons pas ensemble, si nous ne nous retrouvons pas pour essayer de dire qu'est-ce que cela veut dire dans nos composantes religieuses, c'est compliqué. Et puis la deuxième chose, c'était quand même de se dire, ce qui n'est pas aujourd'hui, à mon avis, une évidence dans certains pans de l'islam, on ne peut pas tuer au nom de Dieu. C'est un rappel quand même essentiel. Et il me semble par contre que ces instances-là, au cœur de l'islam, mais aussi dans d'autres réalités, ont du mal face à des groupuscules extrémistes,
séparatistes à se faire entendre. Et ils disent, mais finalement, vous ne représentez rien, laissez-nous aller jusqu'au bout de notre expression extrémiste. L'imam de Bordeaux, d'ailleurs, dit lui-même, pourquoi on n'interdit pas l'islamisme fondamentaliste ? Je crois que c'est les termes qu'il a utilisés en France, l'imam de Bordeaux. Hein, donc c'est une personne parmi d'autres. Mais dans ce cas-là, ça veut bien dire que la question, c'est plus vraiment celle de la religion, c'est quelque chose qui se passe au nom de la religion, mais c'est la question des personnes qui sont hors la loi. C'est bien la question, c'est la loi qui doit s'imposer. Oui, et puis qui s'insère quand même dans une communauté religieuse et qui l'influence de façon souterraine. Et d'ailleurs, le discours de M. Macron sur le séparatisme a listé un certain nombre de choses justement pour interdire les imams détachés qui proviennent d'autres pays. La transparence des financements aussi. Pour essayer vraiment de faire en sorte que, je vais dire, même à l'insu de leur volonté, des mosquées se fassent infiltré, ou voire même, il a même parlé de putsch, puisqu'on peut institutionnellement essayer comme ça de prendre le contrôle d'une mosquée. Enfin voilà, il y a une vraie lutte qui se fait à l'intérieur même de la communauté musulmane, et qu'il faut arriver à soutenir, et donc il faut arriver à ne pas tout mettre dans un seul paquet, parce qu'à ce moment-là, si on met dans un seul paquet, en fait, on fait le jeu de ceux qui veulent provoquer le choc culturel, c'est-à-dire ces approches, je dirais quasiment fascistes, quoi. C'est-à-dire des gens qui veulent vraiment provoquer un ébranlement en France, créer un soulèvement des musulmans pour, dans leur idée, gagner une future guerre. En même temps, David, et je trouve que ces derniers jours, avec les propos du président turc Erdogan et avec le boycott des produits français dans un certain nombre de pays musulmans, parce que Macron a dit moi je soutiens la capacité demain de continuer à faire vivre des caricatures dans l'expression de la presse, etc., c'est aussi derrière un enjeu international. On voit bien que l'implication d'un certain nombre de pays dans la montée d'affirmations extrémistes et d'une volonté de soutenir un projet politique est présent en France. Tout à fait. C'est vrai. Intrinsèquement, non Philippe, maintenant tu passes à Jésus revient.